Merci à vous d'être présent dans le cadre du festival consacré à Panayiotis Stratis. Donc c'est la troisième table ronde de la journée. La première avec Christian Delru, le président de l'association des Amis de Panayiotis Stratis, était vraiment consacrée au personnage du vagabond roumain à travers l'association, à travers l'histoire de cette association et d'Istrati. La seconde a été consacrée vraiment au côté plus politique du personnage, avec ce fameux voyage en URSS et la publication de Vers l'autre flamme. On a eu la chance d'avoir à nos côtés Charles Jacquier et Anselme Yap, puis l'incroyable chance, puisque ça s'est décidé assez récemment, la présentation du débat par Ulysse Baratin, qui a fait son mémoire sur Istrati, qui est actuellement journaliste à la quinzaine de la chance d'avoir côté et Anselme Yap avec incroyable chance, puisque c'est décidé assez récemment la présentation du débat par Ulysse Baratin, qui a fait son mémoire sur Istrati et qui est actuellement journaliste à la quinzaine littéraire. Donc on va continuer avec une autre facette d'Istrati. Justement, on se disait que ce qui était assez intéressant, c'était de découvrir l'aspect plus littéraire du personnage. Et donc on s'était dit, pour parler justement de littérature, pour parler d'Istrati en tant qu'écrivain, qu'on allait inviter deux auteurs très discrets qui néanmoins publient des romans assez remarquables. Donc il y a Linda Lay à ma droite, qui est arrivée en France à l'âge de 14 ans et qui a fait ses débuts très tôt dans la littérature en tant qu'auteur. On peut citer quelques-uns de ses livres, notamment Chronos, L'âme de fond, les trois parcs, ou encore plus récemment le dernier livre paru, Œuvre vive, aux éditions Christian Bourgois. Donc à Linda Lay, on lui doit la renaissance de Panayiotis Stratis en 2006, puisque c'est elle qui a rassemblé les œuvres complètes qui étaient indisponibles depuis pas mal d'années, depuis une bonne dizaine d'années, il me semble, voire plus, et qui ont été publiées aux éditions Phébus Libretto. Et donc les ouvrages ont été assez rapidement épuisés, puis viennent tout juste d'être réédités et sont à nouveau disponibles en librairie. Et aux côtés de Linda Lay, c'est Patrick Péchereau qui sera de nos côtés. Patrick Péchereau qui exerce plusieurs métiers, qui est aujourd'hui journaliste, et qui, dans un tout autre domaine de littérature, puisque Patrick a essentiellement écrit des romans noirs, des polars, teintés de critiques sociales, puisque le mouvement libertaire, le mouvement ouvrier ont une place assez importante dans ses écrits. Donc les deux derniers, Petite éloge des coins de rue et L'homme à la carabine, qui trace le portrait d'André Soudy, qui était l'un des membres de la bande à Bono. Et donc à travers Soudy, c'est toute l'histoire de ce triste épisode du mouvement anarchiste. Donc ma première question, elle va être assez classique. Donc je vais laisser Linda commencer. À quand remonte
ta découverte avec Istrati, et puis surtout comment ça s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, peu après mon arrivée en France, je suis arrivée à l'âge de 14 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, et 4 ans après, je me suis passionnée pour l'œuvre de Sioran. À partir de ce moment-là, je me suis intéressée aux écrivains roumains, écrivains en français. Ça va de Benjamin Fondan à Geraldine Luca, et aussi Ionesco, peut-être un peu moins Mircea Eliade. Mais voilà, on m'a à ce moment-là offert les œuvres d'Istrati qui sont parues aux éditions Gallimard dans les années 60. Donc j'ai les élus à ce moment-là. On connaît cette couverture célèbre avec les motifs roumains. Donc c'est de cette façon que j'ai rencontré l'œuvre d'Istrati. En fait, c'est quelqu'un qui était une sorte de passeur et qui m'a dit qu'il y avait Sioran, il y avait Ionesco, mais il y avait aussi Istrati qui avait, outre le fait qu'il écrivait en français, était différent des autres dans la mesure où il parlait de la Roumanie. Ce qui n'est pas le cas ni de Sioran, ni de Benjamin Fondan, ni de Geraldine Luca. C'est de cette façon que ça a commencé. Donc une rencontre, c'est grâce à une rencontre en tout cas. Oui. Donc Patrick, je vais te poser la même question. Oui, mais c'est au milieu des années 70, hein, j'entendais parler de ça. J'entendais parler d'Istrati dans les milieux que je fréquentais, et j'avais voilà, non, ça va pas du tout. Je suis désolé pour vos tympans. Merci. Oui, donc ce micro ne m'aime pas. C'était au milieu des années 70, les milieux que je fréquentais, le nom d'Istrati revenait assez souvent. Voilà, c'était surtout parmi des gens qui étaient de génération précédente à la mienne, et ils en parlaient d'une façon qui me donnait envie de faire connaissance. Et ce genre de nom qu'on vous passe, et puis vous vous dites un jour je lirai Istrati, puis vous ne le faites pas forcément. Et c'est un ami en fait qui ne l'aimait pas du tout, qui m'a permis de le découvrir, puisqu'il avait un des volumes dont parlait Linda Lé tout à l'heure, avec cette fleur roumaine dessus. Donc comme il n'aimait pas Istrati, je lui ai pris le livre, et c'est bien fait pour lui. Et puis voilà, c'était le volume dans lequel il y avait Codine, et je suis tombé immédiatement sous le charme d'Istrati. Après je me suis procuré les deux autres volumes, et voilà, j'ai trouvé énormément de choses, et surtout cette façon très particulière de raconter une histoire, et des histoires plutôt, effectivement des échos qui faisaient, enfin des chapitres qui faisaient écho à des préoccupations qu'on pouvait avoir sur la justice, sur l'errance, des choses comme ça. On était vraiment au milieu des années 70. Et puis, avec mes départs et Méditerranée, là, j'ai trouvé un auteur, je me suis dit, bon, moi, je connaissais la Beat Generation, je me suis dit, voilà, il y avait quand même des grands anciens, la Beat Generation, c'est-à-dire des gens qui partaient, qui écrivaient. Et tout ça a fait qu'Istrati est devenu pour moi un des auteurs plus qu'importants. Et puis, je ne sais plus qui tout à l'heure disait j'achète des livres d'Istrati pour faire des cadeaux pour qu'ils soient connus. Voilà, il y a quelques auteurs avec lesquels je fais ça. Je rachète des bouquins et puis je les passe pour que les gens qui ne connaissent pas fassent connaissance avec Istrati.
Et donc, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a bouleversé dans l'œuvre d'Istrati? Est-ce qu'il y a ce sont des personnages, des valeurs, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est une forme d'humanisme qu'il y a dans l'œuvre d'Istrati. Il y a peu de... voilà, il y a peu d'auteurs qui vous prennent comme ça et qui vous racontent des histoires. Donc tout à l'heure, il y a eu la différence un peu entre le conteur, l'écrivain. Bon, je ne sais pas où est la marge, et je ne sais même pas s'il y a une différence, parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui raconte, donc qui compte quelque part. Alors après, sa technique littéraire va ou pas avec, mais je crois qu'Istrati, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il y a l'écrivain, il y a le conteur, et pour moi, il y a cette immense sensualité qui fait qu'on sent la nourriture, on sent le feu de bois, on sent la misère sur les docks, et je crois que c'est pas donné à tout le monde que de faire sentir ça à travers des mots. Dans le journal qu'on a réalisé là, pour l'événement, pour le festival d'Istrati, déjà je vous remercie à nouveau pour les 2 textes que vous avez écrits. Et on trouvait assez intéressant de mettre ces 2 textes aux côtés de ceux de Joseph Kessel et de Nikos Kazantzakis, qui étaient des contemporains d'Istrati, plus que des contemporains, des véritables camarades, des véritables amis. Est-ce que vous avez une petite idée? Patrick? L'image du feu, mon approche d'Istrati, j'ai été sensible au texte de Kessel, je ne sais plus si je le connaissais ou pas. J'espère pas dire de bêtises, je crois que c'est dans ce texte-là qui parle de l'amitié, où il dit qu'en fait, voilà, Istrati pouvait brûler pour quelqu'un pendant quelques mois, et puis voilà, après, peut-être il brûlait pour quelqu'un d'autre. Je crois que ça se sent à travers ses écrits, cette espèce de flamme, notamment, j'avais ressenti ça très fort autour de ce qu'il écrivait à propos de son ami Michael. Mais pas seulement, on a l'impression qu'il est sans arrêt sur un embrasement. Il n'est jamais tranquille, il est toujours en train de brûler, que ce soit brûler pour quelqu'un, brûler pour une cause, quitte après effectivement à être douché et puis à repartir et à rebrûler peut-être dans l'autre sens. Mais ça me semble tellement présent que j'ai du mal à... Et puis aussi le feu intérieur que j'imagine sans arrêt sur un embrasement de quelqu'un qui il n'est jamais tranquille, il est toujours en train de brûler, que ce soit brûler pour quelqu'un, brûler pour une cause, quitte après effectivement à être douché et puis à repartir et à rebrûler peut-être dans l'autre sens. Mais ça me semble tellement présent que j'ai du mal à... Et puis il y a aussi le feu intérieur que j'imagine être celui de quelqu'un qui est tuberculeux jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire voilà. On peut aussi imaginer ce que peut être de brûler quand ses poumons le sont. Istrati, je l'imagine aussi toujours avec une cigarette. Il y a le feu des haïdouks, et tout ça fait pour moi un écrivain qui est complètement incandescent, à la fois parce qu'il décrit, mais aussi parce qu'il vit de l'intérieur, des emballements, des déchirements, une souffrance physique aussi à cause de sa maladie. Voilà, tout ça fait une image vraiment une image de la flamme. C'est pas quelque chose, c'est pas une image qu'on emploie comme ça. Après tout, on peut dire de tout le monde qu'il est incandescent, qu'il est ceci, qu'il est cela. Là, il me semble vraiment marqué à ce triple saut-là, le feu de l'amitié, le feu de l'aventure, le feu de la maladie, et puis aussi cette espèce de flamme qui s'éteint petit à petit, mais qui jusqu'au bout, il essaye de maintenir brûlante, y compris quand il est dans les derniers mois dans le monastère, là où il va quasiment mourir. C'est le feu permanent. Toi, Lina? En fait,
lui-même utilise cette image très souvent. Il dit qu'il est un brasier de désir, qu'il est une taupe incandescente. Il est en fait, je crois qu'il n'est pas seulement romancier quand on le lit, c'est aussi un poète, et un poète qui est aussi un voleur de feu. Et il a cette espèce il s'est donné cette espèce de mission prométhéenne qui était de voler le feu et de le donner aux hommes et d'éclairer en quelque sorte le monde d'une nouvelle lumière. Et cette idée du feu, c'est vrai, est souvent repris chez lui. Patrick disait tout à l'heure parler des images de l'incandescence. Il utilise très souvent cette image. Et ça correspond très bien à ce qu'il est, c'est vrai, c'est une âme en incandescence. Je crois que tous ses contemporains n'ont fait que reprendre ce qu'il a dit lui-même sur cette espèce de tempérament de feu qu'il avait. Et donc pour préparer cette table ronde, j'ai relu certains de vos livres et bon, pour la petite histoire, mais avant Istrati, je connaissais vos livres grâce à Quilombo, puisque Chronos faisait partie de la série de livres que j'avais lu pour ma première entrée littéraire de libraire, et Boulevard des Branques faisait partie des premiers livres que j'avais trouvés chez Jean-Louis, un copain proche de la librairie qui passe sa vie à récupérer des livres à droite et à gauche, et puis à quasiment les distribuer lors de salons du livre. Tu crois que ouais, mais il a pas mal de trésors. Oui. Et du coup, dans Petite éloge des coins de rue, ton dernier livre, Patrick, mais je crois que j'ai rarement lu un livre aussi sincère. Tu parlais tout à l'heure d'Istrati qui te contait quelque chose, et on retrouve vraiment cette idée. Je l'ai lu vraiment plusieurs fois, et à chaque fois j'ai toujours la même impression d'être troquet du coin et t'entendre raconter tes souvenirs, tes anecdotes, tes petites histoires. Et donc dans ce petit livre, tu parles d'Istrati, tu parles d'Istrati et des haïdouks qui côtoient les Tikanes d'aujourd'hui. Je vais en lire, peut-être tu vas en lire le livre. Bon, Nicolas et Sasmala se débrouillent. Des bricoles, des tuyaux, des combines, de la démerde en carton-pâte, le rafistolage pour pain quotidien, du va comme je te pousse. Poussés, ils le sont, par le vent qui les roule comme les chardons du Baragan, par la police, les bulldozers et les cailloux. Ils ont croisé les haïdouks, ces bandits de grand chemin que chantait Panaïti Srati. Ils ont transbahuté des baquets sur les docks de Braila, étamé la ferraille, fabriqué des briques à la glaise des chemins. Ils font miroiter des images de vent, de couteaux défilés, de musique et de poches retournées, passe-passe et tours de foire, sous les couleurs guenilles. La misère est sauvage, plus souvent qu'à son tour, mais parfois un présent s'y cache, sans pourquoi ni comment. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu peut-être nous parler comment t'en es venu à cet exercice, puisque à la base tu écrivais plus de polars, de romans noirs. Oui, en fait, les genres ont ceci d'intéressant, c'est qu'on peut s'y couler
et de travailler à l'intérieur. Et puis ils ont aussi ceci d'intéressant qu'on peut passer de l'un à l'autre parce que les frontières sont heureusement pas étanches. Et bon, c'est du blanc au noir et du noir au blanc, puisque c'est dans ces couleurs qu'on range les auteurs. C'est à la limite, c'est pas très important. Quand j'avais écrit mon dernier roman dont tu parlais, voilà, j'ai oublié son titre, L'homme à la carabine, merci. Et maintenant j'ai oublié le nom du directeur de la collection qui fait les petits folios. Bon, il me pardonnera, les trous de mémoire. Voilà, on m'a demandé de faire un petit éloge. C'est une collection sympathique chez Gallimard qui est maintenant alimentée par beaucoup d'auteurs. Et le principe, c'est que chaque auteur fait un petit éloge sur ce qu'il a envie de faire. Voilà. Au départ, le thème était imposé, puis maintenant le thème est libre. Et donc j'ai choisi les coins de rue. C'est une idée qui a plu dans la maison. Et voilà, je voulais parler de ces rues où personne ne va a priori par plaisir, qui sont les rues du quotidien. C'est-à-dire j'ai pris des rues qui étaient tout sauf des rues historiques ou des rues prestigieuses ou des rues touristiques, qui étaient par ailleurs les rues des banlieues où je vis, c'est-à-dire entre Nanterre et Courbevoie, sur Rennes plutôt, Courbevoie-Nanterre. Et qui sont des lieux extrêmement chargés de présence, tout simplement, parce que des tas de gens s'y sont succédés, inconnus ou connus. Il y a aussi des gens connus qui ont vécu dans ces coins. Et voilà, j'ai essayé de faire ressortir la mémoire des murs, partant du principe que les rues vivent parce que les gens y vivent, et que l'âme des gens se transmet dans la pierre et inversement. Et donc c'est une série de petites photographies sur les rues avec beaucoup de digressions, puisque ça m'a permis de rencontrer Panaïtis Strati à la Défense, tout simplement parce qu'il y a près de chez nous, voilà, il y a des Roumains qui font la Manche, et il y avait un vieux Roumain qui était toujours sous le même feu rouge à la Défense et qui de temps en temps proposait des petites fleurs jaunes, je ne sais plus comment ça s'appelle, des jonquilles, voilà. Des jonquilles, ou de temps en temps qui proposaient rien, et il était toujours au même endroit. Et, voilà. Et j'ai imaginé que peut-être ce vieux Roumain, qui probablement était plus rom que Haïdouk, était peut-être un descendant des Haïdouk, et c'est ce qui fait la force d'auteurs comme Istrati, c'est que hop, il vous impose un personnage quand vous y attendez pas. Franchement, quand on passe sous la Défense, on ne s'attend pas à croiser un Haïdouk. Ben, grâce à Istrati, quand on a vraiment trimballé Istrati avec soi une partie de sa vie, il vous est donné de pouvoir croiser un vieux Haïdouk. Peut-être était-ce le dernier de celui qui présente à la fin du livre, ou l'arrière-petit-fils du dernier, mais en tous les cas, moi je suis persuadé que c'en était un. Comment Istrati s'impose et impose ses personnages et peut les placer dans une commune, en l'occurrence Courbevoie et Puteaux, qui a priori sont assez peu peuplées de Haïdouk. Et donc oui, petit éloge des coins de rue que j'ai relu. Je crois que c'est une autre façon aussi de voir. Je ne vais pas faire d'angélisme, il arrive que les gens qui fassent la Manche il arrive d'être un peu pesant. Mais c'est une autre façon de les voir aussi que de dire tiens, eh ben, ce type à qui on va peut-être dire 10 fois par jour bon ça va, j'ai déjà donné, ou à qui les automobilistes vont monter vite fait le miroir, c'est peut-être une autre façon de les voir aussi que de les imaginer dans la forêt quelque part en train de faire boire les chevaux ou d'aiguiser un couteau, des choses comme ça. Pardon. Et donc Linda,